Le courant presque inexistant rendait leur trajectoire chaotique et d'une lenteur exaspérante. Munis de longs bâtons, nous les libérions sans cesse de ce qui entravait leur course, branchages, racines, eaux mortes. À la moindre occasion, pour en hâter la progression à main nue, nous entrions dans l'eau fraîche qui nous prenait jusqu'aux genoux. Cette fois-là, mon parrain André avait déployé sous le pré un canot pneumatique. 2 pagaies étaient disposés dans l'herbe juste à côté. « Vous pourriez remonter la rivière, les gars, » il a dit. On était restés silencieux un moment, avec mon ami, l'œil posé sur l'embarcation. Je ne sais plus si c'est lui ou moi qui avait posé la question. « Pourquoi on ne se la descendrait pas plus tôt ?»« Vous pouvez la descendre, les gars, » avait dit André, « mais la remonter vers la source, c'est aller dans le sens des explorateurs. » Donc en fait, ça va être une remontée à contre-courant. Oui, je suis demandé si cet épisode d'enfance, qui est un épisode tout à fait réel, autant que je puisse m'en souvenir, n'avait pas été une sorte de déclencheur. Parce que la question m'est souvent posée de savoir voilà, pourquoi vous avez remonté cette rivière plutôt que de la descendre, ce qui paraît d'ailleurs, me semble-t-il, une sorte d'approche un peu majoritaire. En général, les gens ont plutôt envie de descendre la rivière. Ça me surprend assez, mais c'est ce qui me semble capter. Et donc j'ai l'impression que peut-être quelque chose s'est joué. Et puis il y a quand même aussi, je pense, quelque chose qui est venu plus tard, qui est ce rapport à l'ascension. J'ai fait un peu de montagne. Voilà, mon père m'a emmené très très gamin, très jeune, un peu sur les sommets comme ça, donc il y a une sorte quand même d'esthétique de l'ascension qui prédomine. Et donc pour moi le sens, pour cette raison-là aussi, c'était quand même le sens de la montée. Et puis après, on peut imaginer, je me suis raconté aussi des choses un peu plus symboliques ou métaphoriques, je ne sais pas, sur ce à contre-courant, c'est-à-dire cette marche qui est une marche d'une modestie imbattable, hein, enfin voilà, on est ici au pays du Mont Blanc, mais voilà, on est bien loin de l'exploit, et j'ai tenu à garder cette marche, on en reparlera peut-être tout à l'heure, comme quelque chose qui soit en aucun cas un exploit et puisse me laisser justement la possibilité de l'investir avec mon intériorité sans être pris par un environnement qui soit menaçant, qui soit difficile, qui soit un défi. Et voilà, enfin, il y avait cette envie et je crois cette perception de marcher un peu à l'opposé de ce qui constitue en général une expédition même de marcheurs, tendue vers un but, vers une difficulté à outrepasser. Et voilà. Donc, oui, ce contre-courant s'est aussi imposé pour cette raison-là. Et puis d'ailleurs, dans la réalité de cette marche, je me suis trouvé vraiment, on y reviendra aussi, dans une forme d'incongruité personnelle par rapport au monde qui est incroyable. C'est-à-dire le fait de longer une rivière en marchant, c'est-à-dire de n'être en général pas sur un sentier de randonnée, c'est quelque chose qui vous vaut des regards obliques, des coups de klaxon, quelques insultes, juste le fait de marcher comme ça, en étant en bord de rivière, pour peu que ce bord de rivière soit en connexion avec le monde, parce que bien souvent, c'est un lieu de solitude, incroyablement désert, alors que l'Isère, une vallée que tout le monde connaît, hein, voilà, la Tarentaise, la Comte de Savoie, le Grésivaudan, enfin autant de choses qui convoquent des flux énormes de circulation, de voitures et tout ça, mais quand on est au bord de la rivière, on est seul. Je vais continuer, parce que vous en reparlez un peu de tout ça. Voilà quelques années que je garde en moi cette envie de remonter la rivière à pied au plus près de son cours, de sa confluence avec le Rhône jusqu'au glacier qui lui fait source au-dessus de Val d'Isère sur la grande aiguille rousse. Par l'esprit, et avant de m'y être confrontée, je tiens cette marche pour modeste. Son itinéraire, dont l'élégance est d'en se remettre à des nécessités géologiques, ne ressemble pas à ceux qui, le plus souvent, ont guidé mes pas dans la région. Car il ne s'agira pas ici de parcourir les hauts sentiers montagnards ou de gravir les sommets, ni même d'être attentif à l'esthétique de la route, pas plus de quêter la sauvagerie des paysages qui a bien souvent prévalu dans mes choix de marcheurs. Ici, c'est la rivière qui décidera de tout.
Ce sera à moi de la garder au plus près, dans l'humilité des fonds de vallée, qu'il faille pour cela défricher les traces historiques oubliées et désormais à peine marquées, ou emprunter des kilomètres de voies goudronnées, remonter les longues lignes droites des chemins de halage ou serpenter entre les installations industrielles. Et pour ce qui est de la beauté des lieux, de la sauvagerie, on verra bien. Si le projet est modeste, c'est aussi parce que j'ai décidé de le scinder en 4 étapes, une par saison. Je veux qu'aucune couleur ne m'échappe. Je veux voir l'Isère sous tous ses climats et sentir ce que dépose en moi tout au long d'une année la variété de ses irisations. Je veux pouvoir goûter le chemin entre chacun de ces fragments, y réfléchir, écrire. Envisager la suite avec gourmandise, crainte ou impatience. Éprouver un peu de l'écoulement du temps. C'est vrai que c'est une drôle d'idée de scinder en 4 saisons cette marche. C'était pas mon projet initial, et puis quelque chose s'est dessiné dans ce sens-là au moment où je me suis dit, mais quand est-ce que je vais le faire ? Quand est-ce que je vais faire ces 15-16 jours de marche ? Et je me suis vraiment heurté à une difficulté là. Enfin, la question du choix, et puis en plus dans nos régions de montagne, on sait combien les choses varient hein, de l'été à l'hiver, et puis l'intersaison. Et donc voilà, il y avait cette difficulté-là. Et puis en plus, en réfléchissant, en essayant d'approcher ce projet de plus en plus finement, j'avais envie de ce temps d'interstice entre chaque épisode. Et digérer ce petite chose, ces 4 jours de marche qui avaient été traversés, essayer de le laisser sédimenter, d'en tirer toute la substantifique moelle, vraiment, quoi, l'esprit, essayer d'en garder le plus de choses, de lumière, et puis me préparer à la suite, déjà me mettre dans le chemin de la suite, c'est-à-dire projeter les choses, être rompu dans cette projection par la vie qui continue, parce qu'il s'écoule 3, 4 mois, 2 mois, enfin ça dépendait des fois, mais entre ces saisons, et donc voilà, quelque chose de la vie vient perturber cette sorte de projection, et ça aussi c'est intéressant de le regarder. Et vous preniez des notes pendant la marche, ou vous avez attendu vraiment que ça se pose, que tout se... Alors oui, d'oublier pour retrouver les choses? Principalement, c'est comme ça que j'ai fait. Je prends des notes techniques, j'ai un petit carnet, mais j'écris absolument pas de littérature en marchant. Certains le font. Hein. Je parlais avec François Garde, qui était au Kerguelen il y a pas longtemps, on a partagé une conférence ensemble, et lui disait qu'il arrivait à écrire vraiment tous les soirs 5-6 pages, et qui sont des pages que lui disait entre guillemets de littérature, c'est-à-dire des pages qu'il gardait aux corrections et au retravail près, mais moi c'est pas du tout le cas. Et en plus, ces prises de notes sont extrêmement succinctes. Il s'agit de noms, de petites choses techniques, comme ça, juste de quoi pouvoir faire ressurgir le souvenir de l'endroit où je me trouvais et de ce qui s'y est passé intérieurement à ce moment. Et puis, je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de notes. C'est-à-dire que les vraies choses, on les garde. Le reste, c'est du bricolage. Oui. C'est bien, il y a une espèce de filtre qui fait oui, bien sûr. Il ne reste que l'essentiel. Une sorte d'essentiel. Ouais. Je songe à mes premiers pas, donc on commence en été, hein. Je songe à mes premiers pas de cette matinée comme aux premières pages d'un livre nouveau. En matière littéraire, l'énigme des commencements suscite des questions qui me sont souvent posées par les lecteurs, et qu'il m'arrive aussi de me poser à moi-même. À quoi tient la genèse d'un texte ? Comment une idée acquiert-elle une consistance propre à déclencher un projet d'écriture dans la durée ? Comment naissent les premiers mots ? Sait-on dans quoi on s'engouffre lorsque le travail débute ? Les réponses ne se prêtent pas à des formules simples. Tout au plus, il me semble parfois distinguer quelques lueurs éclairantes. Un texte emprunte souvent à plusieurs sources. En y repensant, des projets littéraires semblent tous avoir bourgeonné à plusieurs endroits. Ainsi, pour chaque livre, apparaît-il un faisceau de faits originels liés à l'existence sensible, décimée dans l'espace et le temps. Avec le recul, j'observe que ces éléments coexistent parfois longtemps en moi avant que j'identifie ce qui fait lien entre eux. C'est la perception de ce qui les réunit en profondeur, comme les îlots d'un archipel, qui pourra donner forme à un désir d'écriture. Cette géographie devenue soudain cohérente crée le lieu de l'écriture. Lorsque cet espace s'éclaire, le texte à naître éveille les plus grands espoirs.
Voilà à coup sûr un grand livre, celui d'une vie, pourquoi pas. En différant le début du travail proprement dit, je m'efforce bien souvent de prolonger cet état de grâce. Il m'arrive ainsi de tenir en moi plusieurs années durant le territoire pur et inviolé de mon projet avant d'en poser la première phrase sur le papier. C'était intéressant. Donc ça éveillerait plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui réunit la marche et l'écriture, j'y reviendrai sûrement, mais puisqu'on parle de la genèse des choses, il y a quelque chose qui les réunit à cet endroit dans la question du fantasme, c'est-à-dire de ce qu'on peut projeter très longtemps, que ce soit sur une expédition en montagne, sur une marche modeste. Et on retrouve cette même chose, pour ce qui me concerne, sur l'écriture d'un livre. Vraiment. Et il y a effectivement quelque chose, moi j'ai une genèse extrêmement lente. Les livres que j'écris sont je sais pas comment dire, malaxés, intérieurement maturés. Pendant des années, tu as évoqué tout à l'heure La Nuit tombée, c'est un livre qui avant d'écrire la première page, j'ai mis 15 ans. Voilà. Et puis sur ces 15 ans, il s'est passé un certain nombre de choses. Ça se passe à Tchernobyl, sauf que sur ce chemin-là, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, de marcher dans ces zones interdites. Donc autant de choses qui viennent rebouleverser en fait complètement le projet initial. Mais c'est dans ces bouleversements répétés, à des degrés divers, que se construit quelque chose. Que se construit cet archipel que j'essaie d'évoquer. C'est-à-dire que on n'a jamais une idée comme ça qui viendrait et qui dit « ça y est, j'ai trouvé le sujet de mon prochain roman ». Non, on a une sorte d'effets lumineux qui se mettent à scintiller et qui créent une sorte d'appel, qui demande une sorte de confirmation. Il faut qu'une cartographie se mette en place pour qu'un certain nombre de choses se réunissent. Je pourrais prendre 1000 exemples de ça. Je pense à Radeau, par exemple, qui est un livre qui est assez ancien, qui est le premier qui a fait que j'ai été un peu repéré. Il date de 2003. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour. Et je crois que ça a été un des premiers leviers. Et évidemment, quand on a lu un peu la littérature et on est tout de suite très surplombé par l'existant, par des choses qui ont été faites mieux que ne pourra jamais le faire, etc. Et puis surplombé aussi par tous les lieux communs qui sont attenants à ce genre de choses. Et donc je traîne en moi cette espèce de désir comme ça qui est fort. Et puis apparaît un autre épisode qui va faire archipel avec cette envie-là. Cet épisode, c'est ce qu'on a appelé l'exode du Louvre, c'est-à-dire ce moment où en 1940, les Allemands arrivant très très vite, et beaucoup plus vite que prévu sur Paris, des gens des musées nationaux, et en particulier du Louvre, se disent il faut qu'on aille mettre ces œuvres à l'abri. Et je trouvais cet épisode fascinant, parce que ces œuvres, effectivement, c'était un épisode de Boy Scout, vraiment, des gens sont partis avec leur camionnette, avec ces œuvres dans le camion, sont descendus vers le sud, dans plusieurs endroits, pour mettre ces Delacroix, ces Caravage, etc., à l'abri. C'était une sorte d'aventure incroyable. Et donc, à un moment donné, alors par le truchement de je ne sais quoi, d'une sorte d'alchimie, principalement intérieure, ces deux désirs de traiter ces deux épisodes, ou ces deux thèmes, se sont réunis avec l'histoire d'un homme qui est au volant d'une de ses camionnettes un soir de juin 40 avec ses œuvres incroyables dans son coffre, et une femme qui marche sur le bord de la route, pieds nus, et sur laquelle cet homme va tomber. Évidemment, les consignes, c'est de jamais s'arrêter. On a un trésor derrière, on ne s'arrête pas, mais évidemment, cette femme est seule, elle a une attitude un peu étrange, et donc il va finir par la faire monter. Et ce qui s'ensuit, j'arrête de raconter là, mais ce qui est devenu intéressant, c'est que cette histoire d'amour, ce qui s'est raconté entre ces deux personnes, est une histoire d'amour qui a pris une autre valeur, celle d'un homme féru d'art et prêt à donner sa vie pour sauver des œuvres d'art et ce qui ressort de la création. Et cette femme dont on va apprendre qu'elle est enceinte, qui se fiche éperdument des questions artistiques, donc qui porte en elle finalement une sorte de vie biologique dans son ventre, quand l'autre porterait dans le ventre de son camion une sorte de vie intellectuelle,
Et cette histoire d'amour devient l'histoire d'amour pour moi entre ces deux choses indissociables, la vie, la vraie, celle qui palpite, et celle de l'art et de la création. Et donc, voilà ce qu'il peut faire, par exemple, l'archipel. Que vous analysez après coup, j'imagine que... Ah non, non, c'est ce qui va conditionner la possibilité de l'écriture. Ah oui, oui. C'est-à-dire que... Je pensais que c'était presque psychanalytique, quoi, que vous... Ah non, pas du tout. D'accord. Non. C'est ce qui donne chair, si j'ose dire, à cette histoire d'amour, ou à la possibilité de cette histoire d'amour. Et du coup, parce que du coup, elle prend une épaisseur, une profondeur, et elle prend un sens pour moi. C'est un exemple que je simplifie en plus, mais qui fait que, voilà, c'est comme ça qu'on peut se mettre dans le texte, dans la longueur de cette... liée à l'advenu espéré de cette mise en archipel de plusieurs choses, de plusieurs idées, alors auxquelles viennent s'agréger souvent une rencontre, parce que je suis en veille, donc je vais entendre une personne qui peut avoir vécu telle situation, qui va venir nourrir aussi cette chose-là, etc. Donc ça vient s'agréger comme ça. Mais ça prend parfois des années. Avant d'écrire, chez toi, rien n'est en place. Rien n'est en place. Non. Sinon, justement, cette sorte de petit laboratoire conceptuel, dans lequel finalement je sens suffisamment de richesse, de muscles partout pour me dire, là voilà, maintenant on peut y aller, on peut tenter. Oui. Mais, et je termine là-dessus, pour ne pas être trop long, mais puisque c'est évoqué dans l'extrait que tu viens de lire, c'est la dimension splendide, inatteignable du livre avant que le premier mot ne soit écrit. Et c'est un bonheur de garder ça. C'est un temps il suffit d'écrire une phrase, c'est très agréable, ou une page, c'est vrai pour plein de choses. Et tout s'écroule. Ouais. Tout s'écroule, c'est-à-dire déjà, en 10 lignes, on voit que cette espèce de chose qu'on avait rêvée n'est déjà plus que ce qu'elle devait être, ce qu'on espérait qu'elle soit. C'est déjà un peu... Ouais. L'écriture fait son œuvre. Et en même temps, l'écriture apporte quelque chose aussi. On va revenir à la randonnée. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas croisé un seul randonneur, à peine 2 ou 3 badauds à la lisière des villages, quelques cyclistes aussi, mais aucun marcheur, lesté d'un sac à dos et tenu par une trajectoire au long cours. De plus, les rares regards qui se sont posés sur moi au long de cette journée renvoyaient, m'a-t-il semblé, à l'incongruité de ma présence en tant que marcheur. Plus tard, je vérifierai que sur ces itinéraires dépourvus d'identité visible, le constat d'incongruité vaut pour tous les endroits où l'on se fait surprendre, quelle que soit leur nature, routes, sentiers historiques de bord de rivière, places de village, banlieues d'agglomération, chemins de halage. Mais éprouver sa propre étrangeté dans l'œil des autres est aussi un agrément. Il éveille le sentiment d'une singularité vivante et qui appelle parfois avec facilité la parole et l'échange. L'envie pour l'observateur d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on fait là ? Avec, à la clé, presque toujours une sympathie, souvent teintée de respect. Je pense au premier randonneur qui, dès la fin du XVIIIe siècle, dans la foulée du poète William Wordsworth et de quelques autres, commence à sillonner les campagnes anglaises sans autre but que de s'immerger dans les paysages et de goûter aux bienfaits de la nature. La liberté qu'ils revendiquent ainsi leur vaut bien souvent la suspicion, pour ne pas dire plus, de ceux qui les regardent passer. Avant les grandes explorations ou l'ascension des cimes, le défi tenait alors dans l'affirmation de ce droit simple et profondément humain à se mouvoir avec ses pieds le long d'itinéraires librement choisis avec l'agrément pour seul motif. Oui, voilà, mais c'est tenter d'écrire ce que j'ai exprimé tout à l'heure, sur cette étrange situation qui fait que ce geste éminemment simple, profondément ancré dans ce qui fait intrinsèquement notre humanité, c'est la bipédie, devient finalement quelque chose de regarder d'une drôle de façon, de suspect, dans un certain nombre de cas. Et alors, ce que j'ai constaté aussi au long de cette marche, c'était, on pourrait presque en énoncer une forme de théorème, c'est-à-dire c'était très très régulièrement toujours la même chose. Il fallait en général entre 10 et 15 minutes pour que les personnes avec qui je parlais changent, mais brutalement de regard par rapport à moi. C'est-à-dire le premier regard était toujours de l'ordre, mais qu'est-ce que vous
faites-là, d'incompréhension, parfois confinant à la peur. On est un vagabond, quoi, et donc on a forcément des intentions peu louables quelque part. Et puis, le fait de discuter, et 10-15 minutes, quelles que soient les personnes, le type de personnes, faisait basculer les choses. Mais d'une façon spectaculaire. C'est-à-dire que les gens devenaient tout d'un coup se confier à moi en disant « mais moi aussi, finalement, j'avais ma rivière d'enfance, moi aussi j'aurais voulu faire ça, moi aussi j'aimerais un jour pouvoir, etc. etc. » Donc, comme si finalement ce projet de remontée de rivière venait convoquer une sorte de petit universel comme ça qui parlait très vite à chacun. Mais ça m'est arrivé dans des endroits incroyables. Une fois je m'arrête en bord de, comme ça, au bord de route, il y avait un café, un vieux café qui était posé là, et puis une dame assez âgée qui était la seule tenancière de ce café qui me voit arriver. C'était en été, c'était 35 degrés, c'était très 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 chaud. C'était en fin de journée, donc j'étais un peu fatigué, et je m'assois, puis elle me voit, puis elle me prend un peu comme ça en amitié, elle me propose voilà, à boire, plus tard elle me proposera un dîner, ce qu'elle ne fait pas dans son café, mais c'est, voilà, bref. Et arrivent deux gars, mais vraiment, il y avait la télé, genre BFM, qui passait dans un coin, deux gars qui viennent se ruiner au pastis pour la soirée. Et vraiment, puis commentant les actualités, enfin les infos d'une façon, oh là là, ces pauvres gens, on n'a pas envie de parler avec eux. Et du coup, la tenancière fait le lien, elle dit, vous savez ce qu'il fait, le monsieur là, il est en train de remonter l'Isère à pied. Ah oui, oui, non, et progressivement, comme ça, ils se sont mis à s'intéresser à ce que je faisais, et ça s'est terminé. J'ai eu mon steak, comme ça, et mes frites qu'elle avait improvisées dans un coin de cuisine, et les deux gars étaient autour de moi, ils me tapaient dans le dos et disaient « oui, bon appétit, bah, vous l'avez bien mérité ». C'était extraordinaire, c'est-à-dire que le regard avait complètement changé. J'étais un étranger, j'étais un vagabond suspect, je suis devenu quelqu'un qui voilà, complètement. Et même, oui, ça, on veut faire comme vous, enfin, j'aurais voulu faire comme vous, ou j'aurais voulu moi aussi faire ma marche. Donc c'est étrange ça. Peut-être que le revirement est à l'échelle de la peur que l'étranger leur fait. Il y a une espèce de soulagement aussi. Peut-être, il y a un soulagement. Et du coup, mais il y a une prise en compte de ce projet oui. aussi, de ce projet qui est un projet simple. Hein. C'est pas la voie Bonatti-Audru, c'est remonter une rivière à pied. Et donc c'est quelque chose qui devient appropriable. Et il n'y a pas que des rencontres avec les humains. Au travers d'une brèche végétale, je débusque un héron cendré. Je marque le pas, et puis un moment son immobilité parfaite que l'on devine, pourtant gorgée d'une palpitante vitalité. Son regard fixe m'apparaît comme une lame plantée dans le monde qui l'entoure, un miroir insondable et sombre, un puits d'énigmes. Je me suis souvent approchée du héron, sur les prairies humides ou les estrons bretons, mais aussi par le truchement de l'écriture romanesque, jusqu'à en faire dans un livre l'un de mes compagnons, quelque part aux abords de Guernica en 1937, dans les marais de la Mundaka, histoire de scruter ensemble, avec une acuité nouvelle, l'incompréhensible fracas des hommes. De celui-ci, comme de tous les autres, je me sens proche. Il finit par prendre son envol depuis le gros galet sur lequel il se tenait perché, d'abord un peu pâteau et en moins de deux, plein d'élégance. C'est élégant les hérons, hein. C'est très élégant. Oui, c'est vrai que j'ai une sorte d'intérêt pour le héron, et cette fascination, peut-être vous l'avez éprouvé, enfin, quand on regarde un héron, si on s'arrête un peu devant lui, c'est ce que j'exprime là, c'est cette immobilité absolue d'une pureté imbattable, et en même temps, on a la conviction, la perception très forte que ça vit. Alors, j'en fais effectivement dans un livre qui s'appelle Le héron de Guernica, un objet de réflexion ou de regard et de défi pour le peintre. Il s'agit d'un peintre, je ne peux pas raconter toute l'histoire ici, on serait un peu hors sujet, mais un peintre confronté à la peinture naturaliste et vivante d'un héron, qui commence par se dire
magnifique, c'est un être vivant qui pose et qui ne bouge pas. Donc c'est rêvé comme modèle. Et donc voilà, je mets mon chevalet et je le travaille. Et puis ce petit peintre, dont on ne connaît pas très bien la valeur, et d'ailleurs le livre ne le lit pas, finit par montrer un de ses travaux comme ça à quelqu'un qui lui dit c'est bien, il est très bien ton héros, mais on dirait vraiment qu'il est empaillé. Et donc il est très vexé par cette observation. Et donc il va avoir un cheminement de peintre qui est une sorte de raccourci, si on veut, de l'histoire de la peinture, c'est-à-dire qu'il va détourner les lignes. Il faisait très bien, sans doute techniquement, esthétiquement, enfin en termes de lignes esthétiques. Il rendait le héros, mais il ne rendait pas sa vie. Et donc bouleverser les lignes, c'est-à-dire aller dans le sens d'une sorte d'art contemporain, en tout cas libéré d'une sorte de figuration immédiate. Et donc il finit par barbouiller tout ça, le rendre un peu vivant, voilà. Et il vient remontrer ce travail à cette même personne. Et cette personne va lui dire mais c'est bien, mais qu'est-ce que c'est? Et donc finalement, dans ce cheminement d'une tentative de mise en vie et esthétique à travers la peinture de cet objet-là, dont il avait perçu qu'il ne pouvait que le rendre d'une manière empaillée, il a perdu le lien avec son sujet. Avec la réalité. Avec la réalité de son sujet. Voilà. L'histoire. Enfin, le héros m'intéresse parmi d'autres. Et puis on va passer à l'automne. Là, on était en été, jusqu'à là. Donc des rencontres aussi humaines, mais je vais pas les lire, mais il y en a eu pas mal. Il ne faut pas tout lire. Non, je ne vais pas tout lire. Et puis à l'automne, donc vous vous retrouvez quand même dans un endroit qui vous est plus familier. Bah oui, je passe dans la vallée dans laquelle j'habite. Voilà, c'est bizarre. Donc c'était un des intérêts pour moi du projet, c'est de passer en vagabond dans des lieux qui sont mes lieux du quotidien. De passer pas très loin de chez moi, je suis passé à 4 km à peu près, sans m'y arrêter. Et puis de croiser des routes qui sont des routes que je parcours en voiture. Enfin, j'avais les bouchons du matin, voilà, c'était des gens que je pouvais connaître qui étaient dans les voitures, mais moi j'étais là. J'étais un peu inquiet parfois, moi aussi. Étrange, c'est une étrange sensation. Ouais. Pour franchir le ruisseau transversal qui s'écoule au-delà du pont, il faut s'écarter de la rivière par la route sur quelques centaines de mètres en direction de l'est. Sur cette courte distance, mes pas épousent ainsi avec exactitude le tracé de mes déplacements réguliers vers les Adrets, petit village de Beldonne, où se situe le camp de base de l'association culturelle Seine Oblique. Et par bien des aspects, les obliques, dont il est ici question, ne sont pas sans lien avec mon appétit de marcheur, ma gourmandise des paysages, mon travail d'écrivain. J'aime faire molécule de tous ces atomes qui constituent ma trajectoire, éprouver le fil qui les tient ensemble et serrer au creux de la paume. C'est avec la conviction que l'art et la montagne peuvent entrer en un dialogue fécond que j'ai fondé Scènes Obliques en 1992. La montagne est avant tout pour moi un monde sensible. Une esthétique bien sûr avec ses reliefs mouvementés, vivants, ses lumières changeantes, mais la pente, les crêtes, les cimes sont aussi des invitations à un renversement des repères, au déploiement, pour qui les parcourt ou les gagne, d'horizons neufs et insoupçonnés. Ils offrent un regard inédit sur les lointains, tout autant que sur l'intérieur de soi, ne serait-ce que par l'engagement personnel qui les réclame. Ainsi, assis sur un rocher sommital, l'œil posé sur ce qui l'entoure, aigu et fouillant au-delà des apparences premières, confine peut-être à celui de l'artiste. L'art et la culture, trop souvent liés à des cénacles et à l'institution, ont besoin d'espaces nouveaux. Leur mise en partage auprès de tous se doit d'inventer d'autres chemins, au-delà des indispensables lieux qui lui sont dédiés. Il est bon que le théâtre, la poésie s'attachent à fissurer les murs qui les abritent et qui trop souvent demeurent infranchissables aux passants qui n'en possèdent pas les clés. La montagne, avec ses paysages, ses lieux ouverts et altiers, ses sites naturels, où, en prise avec un patrimoine humain, apparaît comme un creuset possible en réponse à ce défi. Oui, l'inspiration. Là, on pourrait s'engouffrer, mais
ce serait trop long dans l'histoire de cette initiative qui existe aujourd'hui, qui donne lieu à un festival, qui s'appelle le Festival de l'Arpenteur, qui a lieu depuis 23 ans maintenant, et dont l'objet que j'ai créé, et dont l'objet est de tenter d'inventer à la culture d'autres chemins de diffusion, d'aller vers les gens quels qu'ils soient, sans qu'ils soient dans cette très grande difficulté, parfois indépassable, de pousser la porte d'un théâtre, d'un opéra, même d'une librairie. Hein, c'est pour beaucoup de gens, et vous le savez mieux que moi, très, très difficile. Et donc, il y a cet outil du paysage, et en particulier cet outil de la montagne, qui est un paysage d'engagement, qui est un paysage qui met à distance un peu des flux, qui met un peu dans une forme de regard altier, sans jugement de valeur, mais on voit le monde différemment. On voit le monde différemment. Et dans l'engagement, très vite, à l'Arpenteur, on marche. Donc l'artiste est aussi invité à marcher. Et dans cet effort partagé, dans cet effort commun, se joue quelque chose, si je voulais employer des grands mots, qui est de l'ordre aussi, on l'a constaté, d'une démocratisation de l'accès à l'art et à la culture. Parce que on mouille tous le même t-shirt, on a tous chaud ou froid en même temps, on se regroupe à un moment donné dans un refuge, dans un lieu comme ça. Et ça n'empêche pas que ces artistes sont des gens qu'on retrouve aussi sur des scènes nationales et dans des grandes scènes du monde. Donc c'est ça le pari du festival, c'est tenter de sortir l'art de ces grandes cathédrales. Et ça a lieu quand Ça a lieu début juillet. Début juillet, cette année, du 6 au 14. À Grenoble. Donc c'est aux Adrets, le petit village mentionné, donc c'est 30 minutes de Grenoble. Très accessible. Et puis maintenant, nous passons à l'hiver. Troisième étape, troisième saison. C'est Caillé. C'est un autre décor. Après Moutier, la vallée resserrée autour de la rivière ne laisse aucun choix aux marcheurs. Rive gauche, le chemin que l'on aperçoit n'est qu'une amorce trompeuse qui ne mène nulle part. Rive droite, la route nationale occupe tout l'espace jusqu'à Plombières, 2 km plus loin. Je parcours ce tronçon d'un pas vif, presque rageur. Plusieurs fois, je traverse la voie en courant pour trouver de l'autre côté un bord de route un peu plus spacieux. Je dois offrir aux automobilistes un drôle de spectacle. Je prends doucement la mesure de ce nouveau paysage. Pour la première fois, je me demande ce que je fais là. C'est donc ici que mène cette gambade absurde le long des routes, dans les fumées d'échappement et le fracas des poids lourds. Midi approche. La lumière s'en tient pourtant à ce souffle gris et palot. Le ciel clair et sans nuages garde sa brillance pour lui. Le blanc du givre demeure sans éclat. Le froid est une chape invincible aiguisée parfois par une rafale. Je remarque à peine les immeubles et les quelques maisons d'habitation, pavillons répétitifs et sans charme, tous cernés à l'identique par une étroite bande de terrain clôturé. C'est l'usine ici qui occupe l'essentiel de l'espace. Ces corps de bâtiments enchevêtrés, accrochés les uns aux autres, parés dans la courbe de la rivière, captent le regard du ventre de cette fabrique. S'écoule depuis plus d'un siècle une production de métaux dits spéciaux à destination de l'industrie chimique. Ce que je fais là, rien d'autre, pour cette fois que passer tendu vers autre chose que le présent que je traverse, aspiré par l'envie de me retrouver plus loin sur le chemin, plus proche de mon but, avec l'espoir d'un peu de soleil au front au cours des quelques heures du jour restant. C'est vrai que traverser ces endroits qui sont quand même pas très accueillants. Oui, c'est étonnant. En plein hiver, en plus. Oui, les conditions étaient vraiment dures, et puis dans ces fonds de vallée, en fait, il faisait vraiment très, très froid. D'ailleurs, la vallée était blanchie et givrée, il n'y avait pas vraiment de neige, mais une couche de givre de plusieurs centimètres. Tout le fond de vallée, et on voyait la verdure à partir de 100 mètres au-dessus de l'autre. C'était vraiment la zone ombrée. Mais dans ces parcours-là, je pense à la Tarentaise, là, sur ces lieux qu'on connaît tous, qui sont des accès aux stations. Enfin, je ne sais pas si vous allez jusque-là, c'est sans doute pas indispensable pour vous, mais on passe par la Léchère, Aigues-Blanches, ces lieux très très industriels que moi j'ai regardé très longtemps et presque jusque-là comme des lieux qu'on a envie de fuir tout de suite et qu'on ne fait que traverser sur ces sortes d'autoroutes là qui sont perchées sur des autoponts. Voilà. Et donc on les devine en dessous, en général ça sent mauvais, moins maintenant. Mais voilà, dans les périodes d'enfance, on fermait les fenêtres et on se bouchait le nez, tout ça.
Et en fait, le fait de marcher à proximité de ces lieux-là fait rentrer dans un autre monde et regarder cette chose-là comme une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Donc il y a eu de l'intelligence, voilà, il y a des maisons ouvrières qui sont là, il y a des gens qui ont vécu, il y a une mixité. Et donc, finalement, au rythme du pas et en se glissant au plus près de ces constructions, apparaît quelque chose d'autre sur ce qu'ont été finalement des trajectoires humaines. Et je trouve qu'il appelle un respect. Après, la question de l'esthétique des paysages, c'est autre chose, mais en tout cas, on les voit tout à fait différemment et on finit même par s'y intéresser. Enfin, même esthétiquement, ça peut être intéressant. Voilà, intéressant. Oui, intéressant. Ouais. Et humainement aussi, là aussi, vous faites de drôles de rencontres. Hein. Oui. Il y en a plusieurs. Hein, voilà. Et puis il y a même des endroits où carrément on vous invite à ne pas passer par là. Enfin, vous ne pouvez pas suivre la rivière comme vous le voulez, en fait. Oui, il y a des endroits où c'est... Il y a notamment quelque chose qui s'appelle, après Moutier, un peu plus loin, l'étroit du Siet, qui est devenu un tunnel d'ailleurs, que j'ai dû me farcir le tunnel parce qu'il n'y a pas d'autre... 1600 mètres de tunnel à pied, c'est assez... Avec les voitures qui passent. C'est assez pénible. Mais bon, voilà, sauf après à rentrer dans une aventure qui n'était pas celle que je recherchais, de spéléologue ou de camionneur. Et puis arrive après l'hiver, le printemps. Et voilà. Une simple page qui se tourne, ce n'est pas cher payé pour enjamber des mois et des semaines. Il conviendrait de donner à ce feuilleté d'un instant le brin de consistance qu'il mérite, afin que le pas de l'écriture épouse avec plus de justesse celui de la marche, morcelé dans le temps, qui lui fait écrin. Il faudrait dire la chair des heures écoulées entre les neiges hivernales et l'ardeur déjà de ce printemps. En sortant de la gare de Bourg-Saint-Maurice, en ces tout premiers jours de juin, j'éprouve combien le fil de mon cheminement a été rompu. La vie, elle, a continué de tailler la route. Elle a suggéré à mon œil d'autres cibles, espérées ou inattendues, lumineuses elles aussi. L'esprit, le cœur ont battu pour d'autres causes. Alors, où en sommes-nous? Nulle part, à en juger par mon allure hésitante et mes circonvolutions d'insectes sur le parvis clair inondé de soleil. C'est bien écrit, hein. N'est-ce pas? Voilà. Il y avait ça, c'était très frappant. On s'est arrivé plusieurs fois à des degrés divers, mais sur cette fois-là, sur ce début de quatrième et dernière étape printanière, j'avais perdu le fil de ce que je faisais. En fait. Enfin, oui, je savais, géographiquement, je savais ce que j'avais à faire pour Saint-Maurice et puis jusqu'aux sources au-dessus de Val d'Isère, mais ça n'avait plus, sur les premières heures de marche, ça n'avait plus de sens. Ouais. Et comme je dis, la vie m'avait emmené ailleurs, j'ai vécu un certain nombre de choses et je ne savais plus où j'en étais. Retrouver le fil de la marche a été une sorte presque de thématique intérieure pour ma première journée. Il a fallu finalement que, c'est la seule fois que ça m'arrive, et donc ça peut arriver, que je me paume. On peut se paumer en suivant une rivière, c'est quand même... enfin, on n'est pas complètement perdu évidemment, hein, mais voilà, il y a quand même des choix à faire, des fois des chemins quand on veut vraiment coller à la rivière, on s'engage sur des choses, on n'est pas sûr, c'est pas sur les cartes. Voilà, au début c'est une bonne tête, puis de moins en moins, puis finalement il n'y a plus rien. Donc quelquefois on dit, c'est des 2 heures, il faut peut-être que je les fasse dans l'autre sens, puis à un moment donné on tente de couper, et puis on se perd. Voilà. Et c'est dans ce moment de perte, c'est sur cette première journée-là, que quelque chose est revenu. Et, paradoxalement, si on veut, hein, c'est-à-dire que cette perte de l'itinéraire m'a fait me retrouver dans la chair ou l'esprit du projet, de ce projet-là. Mais oui, vous n'avez jamais eu peur? Parce que moi, ça me ferait peur. Dans les rencontres, de se perdre? Non, enfin, oui, de se perdre dans les taillis, les ronces, les je sais pas quoi, puis d'être complètement perdu, quoi. Non. Il y a toujours la rivière. Il y a des quelques petits moments pas de peur, ce serait trop dire, mais
D'incertitude. D'incertitude Ouais. ou d'inquiétude qui pointe un peu. C'est lié quelquefois, parce qu'il y a quand même des endroits très, très transgressifs sur les bords de rivière comme ça. Enfin, on voit, il y a des traces, il se passe des choses. Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, souvent ouais. nocturnes. Il y a des faits de violence qu'on rapporte. Et voilà, il y a des lieux, il y a des endroits qu'on a déconseillés, par exemple, de parcourir. Et sur un de ces endroits-là, notamment, c'était assez drôle, Comte de Savoie, donc Montmélian, là en continuant vers Albertville, il y a des zones d'une très très grande rectitude. Alors on pourrait dire que c'est ennuyeux, enfin moi je trouvais ça très marrant, mais c'est des chemins de halage tout droit, avec je pense qu'il y a des portions qui sont parfaitement droites sur 5 ou 6 km. Donc on voit très loin. C'est plat, c'est droit, on voit très loin. Et à un moment donné, alors c'est assez un peu rébarbatif, si on veut, parce qu'on est coincé entre l'autoroute et la rivière. Et quelquefois il y a une rangée d'arbres, mais pas toujours, enfin bon voilà. Et dans cette zone qui est parcourue par personne, je vois au maximum de là où pouvait porter mon regard, donc je pense à 4 ou 5 km, une silhouette. Et donc je fais un calcul et je me dis, voilà, 4-5 km, 1 heure, donc une demi-heure, dans une demi-heure on va se croiser. Donc on a une demi-heure pour se voir grandir l'un l'autre. Et donc là on se raconte un peu des histoires de mais qu'est-ce que fait cette personne-là? Et puis cette personne, du coup, ça se précise un peu, on voit qu'elle a un chien, on voit qu'elle est costaud, et bref, donc là on peut se raconter. Alors c'est effectivement un endroit, en plus, avant il y a quelques cabanes ou caravanes de prostituées, enfin, c'est un lieu qui est... On sent que c'est un peu un territoire comme ça, qu'on m'avait un peu déconseillé. Et voilà, donc là il n'y a pas de peur, mais il y a cette espèce de chose qui tient éveillé en même temps, qui tient un peu vivant. Et puis on croise cette personne, voilà, je salue allègrement. De l'autre côté, il y a la même chose. Je crois pas. Non, vu la personne, là, je pense qu'elle était un peu sur son territoire, et que je ne sais pas à quel titre, mais elle n'a pas répondu à mon salut, et je crois qu'il ne fallait pas l'emmerder. D'accord. C'est une chose qu'on ne peut pas faire quand on est seul et qu'on est une femme, par exemple, ce genre. Non, oui. Mais l'exposition qu'on a faite, là, justement, avec une femme, avec des extraits de ce texte et une femme photographe, qui a pourtant bourlingué dans le monde entier, et elle me disait justement qu'elle avait fait quelques pas dans ces zones-là et qu'elle se sentait pas bien du tout. En danger. Oui, c'est sûr. Et mon pas est encore celui des errances. Il s'allie avec naturel, comme souvent, à la pensée de l'écriture. Mais l'écriture dont il s'agit est celle que je viens de laisser pour partir en marche et qui m'a occupée ces derniers temps. Un texte dont je rumine à l'infini le statut, achevé ou non. D'une heure à l'autre, mon opinion varie à son sujet, et l'occurrence de la question qu'il me pose s'étend à un corpus théorique insoluble qui soumet l'esprit à la torture. Qu'est-ce que finir un livre ? De quelle laisse doit-on pondérer le point final ? Et effectivement, ça c'est une des choses qui a occupé cette première journée, qui m'a complètement privé des paysages qui étaient ceux que je traversais. J'étais en train de terminer un autre livre et je traînais cette fin et le questionnement attenant à la fin d'un texte, apprendre à finir, comme disait l'autre, Mauvier en l'occurrence. Et c'est très difficile. Et ce qui est incroyable, et je crois que je le dis dans le livre, c'est que mais cette chose-là, pour l'auteur que je suis, et heureusement je suis rassuré par quelques autres collègues qui me racontent la même chose, devient la problématique centrale du monde entier. C'est-à-dire que plus rien ne compte que de résoudre cette question de la fin d'un livre. La fin du livre. À la fin du livre. Cette petite problématique des écrivains devient un truc qui obère absolument tous les horizons, non seulement les paysages que je traverse à ce moment-là, mais le reste. En tout cas, c'était la fin de celui-là, à ce moment-là. Là, non, c'était la fin d'un livre. Oui, qui vous obsédait, mais il se trouve que c'est la fin de et c'est celui-là. aussi, bien sûr, c'est pas un hasard si j'en parle à ce moment-là aussi, bien sûr. C'est la dernière partie, mais c'est pas encore vraiment la fin, parce qu'entre
encore des choses à voir. C'est ça. Enfin, on va pas tout lire, mais après, il faut arriver jusqu'aux sources, de toute façon. Voilà. Puis là, en fait, là où c'est la fin vraiment de la marche, ça devient en fait presque un émerveillement, par contre, parce que c'est un enchantement, en fait, d'arriver aux sources. C'est un enchantement, c'est quelque chose qui a la force des accomplissements, même modeste comme celui-ci. Et du coup, c'est un défi pour l'écriture. J'ai eu beaucoup de mal avec cette fin, c'est-à-dire dire quelque chose ou suggérer quelque chose, convoquant éventuellement le silence, le non-dit, etc., mais qui soit à la hauteur de ce que j'ai vécu. Et quand on est vainqueur de l'Everest, on a quelque chose à dire sur la fin. Quand on est vainqueur de rien et qu'on arrive au bout de cette source, alors c'était un jour de printemps magnifique, j'étais absolument seul au-dessus du refuge de Prarion, avec quelques bouquetins, enfin c'était totalement idyllique, là, cette source qui n'était pas tout à fait la source, parce que la source était 150 mètres ou 200 mètres plus haut, je pense, mais sous la neige. Donc je me suis inventé ma source, qui est vraiment l'endroit où l'eau apparaît sur le dernier névé, le dernier morceau de névé, qui est un endroit magnifique. Voilà, il y a cette force-là de ce qui est traversé, ce qui est vécu, de ce qui est, voilà, tout ce qui est sédimenté, et puis en même temps, on n'a rien à raconter au monde de ça, hein. C'est une affaire intérieure. Et donc j'ai eu tout de même des moments très, très forts comme ça, avec les sensations de reconvoquer des proches, des gens qui comptent pour moi dans ce moment-là. Et puis ce moment où je me suis agenouillé vraiment au bord de l'eau et en mettant presque ma joue sur le fil de l'eau, je voyais cette eau partir là où j'étais passé en fait. Hein, puis ça chante tout son trajet. Quoi. Oui, ce sont des effets d'émotions qui sont forts et avec cette chose étonnante avec la source, parce que c'était pour moi à la fois le but, et c'est-à-dire la fin de quelque chose, et en même temps la source, évidemment, c'est le début de quelque chose, le début d'autre chose. C'est vrai, c'est très métaphorique. Donc voilà, tout le temps, c'est le miroir de l'écriture, l'Isère, pour toi. Voilà, ça a été vraiment ça. Ouais. C'est ça. C'est un texte vraiment magnifique. Moi, ça m'a ému beaucoup. C'est beau, très beau livre. Ouais, très beau livre. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour des questions, ce serait peut-être c'est plus des réflexions comme ça qui me viennent, qui me sont venues au fur et à mesure de la lecture de certains chapitres. Pour terminer, pour commencer par la fin, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi l'espèce sans parler de névrose, de la séparation, mais à la fin, c'est une séparation qui arrive. Vous avez vécu pendant plusieurs épisodes d'une certaine durée avec une rivière, on peut dire peut-être un peu devenue une compagne aussi. Il y a eu un attachement et la perspective de quitter cet objet mal défini a pu poser aussi pas des questions, pas des problèmes, mais a pu jouer, sans parler de deuil ou de rupture, tout de même. C'était la fin de quelque chose qui a compté dans votre vie. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui. C'est une première question où je l'ai dit toute, ou bien vous préférez répondre? Je peux réagir à ça. Vous avez raison dans une mesure qu'il faut bien sûr garder, hein, c'est-à-dire, voilà. Mais pour faire le lien, excusez Marie-Christine, sur le lien très fort avec l'écriture, pour moi, c'est ce que j'ai éprouvé en me séparant de cette rivière, en achevant ce voyage, c'est vraiment ce que j'éprouve en achevant un livre aussi, et par exemple en laissant mes personnages, avec qui j'ai pu passer 1 an, 2 ans, dans cette sorte de complicité, de compagnonnage très, très étroit. Et il y a aussi cette sorte de séparation qui est... Vous voulez dire des personnages que vous avez rencontrés? Non, je parle du lien entre écrire et se séparer d'un objet de fiction et des personnages qui l'habitent et se séparer de cette rivière qui en fait n'était rien d'autre qu'un personnage de livre, pas fictionnel en l'occurrence, mais pareil. Donc j'ai envie de faire ce lien-là. Il y a, voilà,
les mots de névrose, etc. me parlent pas trop, hein, mais oui, c'est une forme de séparation, mais une séparation vivante, j'ai envie de dire. C'est des choses qu'on garde hein, et dont on sent qu'elles ont alimenté quelque chose. Comme mes personnages de tous mes livres me sont tous collés au corps et je me souviens de chacun d'entre eux, secondaires et autres. Enfin, ils sont avec moi. Et donc, ils m'ont nourri d'une certaine façon. Je ne veux pas accaparer. Donc, je vais poursuivre. Non. Non, pardon. Non. Bon. Je ne peux pas me permettre de parler de qualité littéraire, n'étant pas un grand écrivain et beaucoup plus un scientifique, mais je sens quand même une très grande et immense sensibilité dans votre écriture, et donc j'y suis très sensible. Mais c'est plutôt, la deuxième question portera plutôt sur mon métier, alors, le regard anthropologique, sociologique. En définitive, après ce périple, est-ce que vous portez, pour dire les choses simplement, un regard différent sur cette région qui est votre région d'origine, natale Pas vraiment. Pas natale, mais j'y vis depuis un certain temps, mais oui. Ah oui. Je pensais qu'elle était. Mais est-ce que vous l'avez découverte d'une certaine manière différemment? Différemment d'abord sur le plan physique, tout le monde sait que aller visiter Paris sur un bateau mouche, ça n'a rien à voir avec la visite des égouts de Paris, etc. Pourtant, je suis d'origine plus ou moins parisienne, j'ai très longtemps habité à Paris, et bon, on m'a invité à aller sur un bateau mouche, et j'ai découvert à Paris que j'imaginais pas depuis la Seine. Donc, est-ce que, déjà sur ce simple plan esthétique, vous avez le sentiment d'avoir vu cette région un peu aussi d'une nouvelle façon? Mais c'est plutôt le côté humain que je vois. Et là, les épisodes de rencontres sont insuffisants pour me mettre sur la piste. Par exemple, où dormiez-vous? Comment viviez-vous? Est-ce que, pour répondre à la police ou... Je suis très intéressé par le livre, mais la question n'est pas particulière, c'est pas une énumération, c'est cette idée que notre regard sur une ville est très dépendant de l'imaginaire qui est répandu par les médias, etc. Mais il suffit très souvent de quitter Notre-Dame à Paris pour aller dans des quartiers un peu plus lointains pour découvrir un tout autre Paris. À Strasbourg, vous éloignez un peu la cathédrale de Strasbourg, vous découvrez l'Alsace qui n'a rien à voir. Et pour avoir fait en Inde beaucoup de voyages, de marches, je vois bien combien on peut découvrir d'une autre manière les pays, les régions, les villes, en marchant, en rencontrant des gens, dans ces rencontres contingentes. Est-ce que aussi, une fois, vous avez eu peur devant cette rencontre impromptue avec d'autres solitudes? Non, peur, comme je disais, pas réellement. Des rencontres, il y en a eu finalement assez peu, parce que le lieu n'est pas un lieu de flux, il n'y a pas de marcheurs, il n'y a pas de randonneurs. Il y a quelques joggeurs à certains endroits, quelques vététistes, mais voilà, c'est pas un lieu de passage. Il se trouve que les endroits de vie sont souvent des endroits ont été des endroits, par mes choix de période, par exemple je pense à Val d'Isère, Tignes, que j'ai traversé hors saison, c'est absolument incroyable. Le désert que c'est. On le sait, enfin tout le monde se le raconte, oui, les stations hors saison. Mais la réalité, c'est-à-dire que quand vous arrivez après à Tignes, le lac, après une journée de marche et que vous cherchez à boire, vous ne trouvez pas à boire. Il n'y a pas une fontaine dans les rues, il n'y a pas un casino d'ouvert ou une petite supérette. Là, j'ai fini par en trouver un, mais il m'a fallu 3 heures et puis je pensais que c'était perdu, c'était un peu par hasard que ça s'est fait. Il n'y a pas un café ouvert, c'est complètement extraordinaire. Donc ça, c'est même inquiétant, ça, je pense. Alors, c'est pas habité. C'est inquiétant et ça revient à la question que vous posiez sur le regard qu'on porte aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit par se poser quand même la question de voir ces constructions plutôt luxueuses dans ces endroits qui sont là pour personne à ce moment-là. Donc c'est vraiment un regard. On peut le voir pour 4 mois par an, ça vit, et sinon il ne s'y passe rien.
J'avais vraiment l'impression d'être une sorte de cow-boy à l'ouest du Pecos, arrivant avec son cheval. C'est quand même très très étonnant. On entend son pas résonner. Enfin, voilà. Donc là, par exemple, ça fait partie des choses qui évidemment font évoluer le regard. Alors il y a les endroits où on va, donc j'ai parlé de cet itinéraire particulier du bord de rivière qui n'est pas en prise avec le monde, hein, ou qui nous met en prise avec une vue sur le monde, mais pas en prise avec l'humanité, en tout cas dense. Il y a encore une fois très peu de monde. Les endroits où on va, mais il y a effectivement la marche, c'est-à-dire la lenteur avec laquelle on se déplace, et dans ces endroits qui sont plutôt de l'ordre, qui accueillent des flux rapides, et ça c'est quelque chose qui bouleverse complètement le regard sur le paysage, y compris un paysage qu'on habite depuis des années ou des dizaines d'années. Par exemple, je pense à la proue nord du Vercors. Quand on arrive de la Drôme, vous voyez, le Rhône est comme ça, l'Isère se jette à cet endroit-là, et puis il y a le Vercors qui est là, et on passe, après 70-80 km, la proue nord du Vercors, et Grenoble est ici. Et donc se dessine l'apparition de l'urbanité. La Drôme, c'est quand même très paisible, très rural, parfois sauvage. Et on voit apparaître la ville, qui est quand on est au nord du Vercors, il y a une quinzaine de kilomètres encore. Et la première chose qui apparaît, c'est la ville apparaît avec le bruit. On ne la voit pas, on est dissimulé, et on sent ce grondement apparaître. Et avec une lenteur, comme ça, dans une sorte de progression, qui est aussi très étonnante. Et donc sa perception sur ce que c'est que la ville dans un contexte de montagne, comme ça, la Chartreuse est de l'autre côté, il y a quelque chose qui se modifie, en tout cas que moi j'avais jamais perçu. Voilà. Et j'ai cherché aussi ces modifications, par exemple sur mon lieu de vie. En passant à 4 km, je voyais mon village, ou je devinais mon village, un peu en altitude sur les premiers coteaux de Chartreuse, comme ça, et j'ai cherché à éprouver la modification de mon regard sur ces lieux du quotidien, avec des fortunes diverses, c'est-à-dire qu'on ne commande pas le regard. À un moment donné, quelque chose s'impose à lui. Et on ne peut pas s'asseoir en disant tiens voilà je vais bouleverser ma perception de mes paysages. Non, c'est quelque chose qui échappe aux marcheurs. Je crois que c'est ce qui en fait aussi la beauté. Mais c'est rigolo, vous dites que vous êtes scientifique, et c'est vrai que dans la finesse de votre écriture, de votre sensibilité, de l'observation que vous faites, je trouve qu'il y a comme une démarche scientifique, quoi. On a l'impression de... Bon, c'est très subjectif bien sûr, mais ça reste... Vous avez un peu cette impression aussi, non? Qu'il est... J'ai une formation qui est quitté le monde scientifique. Ah oui, c'est pas étonnant parce qu'il y a certain appétit pour ça. Une vision extrêmement précise et qui découpe le réel. Je trouve que c'est... Même dans le processus d'écriture, hein. On est très analysé de manière précise. Et puis avec du lâcher-prise, l'écriture à un moment donné emmène ailleurs. Oui. C'est un chemin de crête pour rester dans la montagne, mais ça c'est vraiment... Mais la manière dont tu as raconté comment les choses t'habitent pendant longtemps, et puis comment elles émergent après, ce qu'elles fabriquent, quoi. Je trouve que c'est bien vu, hein, c'est exactement... En fait, on a l'impression aussi que c'est des respirations dans la vie quotidienne. C'est cette marche. C'est un rendez-vous qui est presque une parenthèse dans le quotidien, et du coup, vous pouvez plus digérer certaines choses et en parler. Oui, c'est vrai. Et que je mets en œuvre régulièrement à l'échelle de la journée, même. Cette question de la marche, moi j'ai l'approche complètement obsessionnelle de la marche. Je pars en montagne un jour, 2 jours, mais j'ai 1 heure devant moi, j'ai une balade qui fait 1 heure dans le départ de chez moi. J'ai 1h30 devant moi, j'ai une balade qui fait 1h30, 2 heures, j'ai 2 heures, et voilà. Ça correspond à des moments, c'est pour répondre à ta question, sur la question d'oxygéner quelque chose, qui pour moi est souvent de l'ordre de la pensée. Quelquefois il y a aussi des dimensions physiques, on a envie de bouger, mais cette question de... Il y a un vrai lien entre la marche, le mouvement et l'écriture. Oui, très fort. La marche, c'est rien d'autre que poser un pied
après l'autre, c'est un pied qui serait là, où je suis maintenant. Donc je suis à l'endroit je suis dans l'espace-temps que je suis. Et puis, l'autre pied, qui d'ailleurs est en altitude, pendant que le premier est posé, nous emmène ailleurs. Marcher, pour moi, c'est vraiment ça, cette espèce de chose concertante entre être là où on a choisi de se tenir, géographiquement, et être dans l'échappée, avec un esprit qui part, qui rêve, qui reconstruit, qui critique, qui regarde différemment, qui veille. Et puis on se repose là, et puis on repart, et puis on... C'est une lettre après l'autre. Hein. Voilà, une phrase après l'autre, une lettre Phrase après l'autre. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions? Juste une observation concernant le héron. J'ai la chance d'habiter au Gaillan. Vous connaissez peut-être le lac des Gaillans. Il y a Le rocher des Gaillans. Il se balade Juste en face, il y a un Pardon. Le lac des Pras et le Gaillan, On a aussi un héron. héron. Oui, il est Non, mais toujours là. Depuis ma terrasse, je donne sur le lac. Les canards sauvages ont réussi à construire au milieu du lac un petit nid, donc en apportant des brindilles, des branches, etc. Et le héron, au fur et à mesure des années, en a fait son domicile, si bien qu'il se tient pendant des heures, et je le regarde à la jumelle, et je faisais la même réflexion, évidemment moins bien que vous, mais dans le même sens de l'immobilité. Mais je trouve encore plus extraordinaire le moment où il rompt cette immobilité et cet envol majestueux, une lenteur extraordinaire. Un peu pâteau des fois. Hein. Un peu Pâteau, pâteau sur oui. les premiers. Ah oui, sur les Ah, premiers. c'est pas l'impression que j'ai eue. Et après, il prend Ah, d'accord. vraiment son emploi. Extraordinaire. Il est solitaire, hein, cet oiseau, parce que moi je le vois. Oui, très bien. C'est le même hein, C'est le même, qui va certainement, enfin je ne peux pas le vérifier. jusqu'à le petit lac de la Poya, les Pras, Je le vois devant. les Gaillans. Et il migre aussi. Il migre. Il migre aussi, oui. Il Et là, il revient, est revenu là. Il est revenu. Et c'est le printemps, alors je ne sais pas si il a une héronne dans le coin. Je me suis posé la question aujourd'hui, justement, du héron.